Walnut Lake shoppers? It's closing time, but the night crew still has work to do because there's one last customer who isn't satisfied. He wants to slash their prices. Who's there? He wants to cut their inventory. In fact, he wants to chop until they all drop. And now he's turning their retail store There's gonna be one more killing here tonight. into a wholesale slaughterhouse. I'm just crazy about this store. Intruder. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et vous écoutez une émission non essentielle, comme on a l'habitude depuis quelques temps. Mais cette fois-ci, comme vous avez pu un peu l'imaginer avec cette bande-annonce un peu bizarre en langue anglaise, sur une histoire de cassage de prix, mais pas que des prix, des gens également. C'est une bande-annonce d'un film qui s'appelle Intruder, qui est un slasher des années 80, fin 80, qui raconte une histoire d'un tueur dans un supermarché. Car oui, le sujet de cette semaine, c'est donc le supermarché. Et avec moi, j'ai deux bons gros représentatifs de l'émission. Alors, on va dire deux. Tu te calmes tout de suite. Bon, je suis pas d'accord. De piliers, peut-être, on va dire ça comme De ça, bar. des piliers, voilà, des piliers de bord, des représentants du panthéon de RC, de grand écran, on va dire Grand ça comme écran, ça. tout Voilà. à fait, oui, Hein, oui. du gros, RCN des attend gros. un peu pour l'instant grand écran. Voilà. Demain RCN, après-demain Le Monde. Sébastien, comment tu vas? Ben, ça va très bien, merci. Eh ben, je suis très content que tu sois là. Et on a également la 8e merveille du monde, Antoine. Papalapa, bah écoute, ça va super, on s'éclate comme on peut. On est bien, on est entre copains, on va parler du supermarché qui est quand même le meilleur endroit pour aller lire les Dragon Ball. Faut pas l'oublier. C'est un bon souvenir d'enfance, là. Ah, c'est un souvenir d'enfance, les parents qui font « Je vais vous aider à faire les courses », puis au final ils font les courses, et toi tu restes au rayon BD à lire les Dragon Ball. Et ça c'est beau, ça. C'est une bonne tactique, en fait. C'est une très bonne tactique. Exactement. Alors, avant de revenir un peu plus en longueur sur le supermarché, c'est vrai que déjà le supermarché, il y a plusieurs types. Il y a les supérettes, il y a les hypermarchés, les supermarchés. Ça dépend de la surface. Absolument, ça dépend de la surface. Entre 400 et 2499 mètres carrés, c'est un supermarché. Au-delà, c'est un hypermarché, et en deçà, c'est un marché, une supérette, une épicerie. Voilà. C'est vrai qu'après, il n'y a pas de Je terme pense très que précis. c'est probablement l'information la plus importante qu'on ait jamais délivrée à nos auditeurs. Ouais, mais là De je toute m'emmerde, tu l'histoire vois. J'étais venu pour parler cinoche, et on me parle de surface de supermarché. Et finalement, supermarché, c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins prisé au cinéma. Que ce soit pour les petites et grandes surfaces, pour les petites et grandes courses, les supérettes, donc comme on peut le voir par exemple dans Shaun of the Dead, il y a d'autres exemples, j'imagine que vous en avez en tête. Non. Si, Non, mais bien sûr. sûr, on a The Mist de Frank Oui, Darabont. Oui. On a, en vrai, on peut Mais en fait, aller souvent sur le cinéma d'horreur. puisqu'ils C'est en très ont souvent, simple, il y a quoi. des supermarchés dans tous les films américains, donc c'est Ouais. pas une question de nommer, c'est juste question de... C'est quelque chose de très représentatif. On Et le voit tout le temps. On parle des supermarchés, des hypermarchés, mais il y a également aussi des centres commerciaux. On le voit très bien, les par exemple, malls. dans Mallrats de Kevin Smith, qui est donc un film qui se déroule quasiment que dans un centre commercial. Ou dans la dernière scène de la filmographie de Kubrick, même, qui se passe dans un centre commercial, à White Shot, tout à fait. Exactement. Et oui, Pas mal. Nicole Kidman qui propose à Tom Cruise de baiser. Voilà, c'est Dans la un fin. supermarché. Non, peut-être pas dedans, ça ne précise pas. Mais en tout cas, voilà. Non, mais il y a déjà Ça quelque donne chose envie. d'assez fort avec l'image du supermarché, de l'hypermarché, ce que vous voulez. C'est vraiment, dès que vous filmez un personnage dans ce lieu-là, ça ramène vraiment à quelque chose de très quotidien et de très ancré dans le réel, qui va tout de suite familiariser le spectateur avec, en tout cas, rendre encore plus d'attachement pour le personnage, puisque on peut prendre l'exemple de Drive, par exemple. Ryan Gosling, qu'on voit tout le long conduire des voitures et tuer des gens. Bon, là, il est juste à un moment donné avec son petit panier, son petit caddie en train de faire des courses. Du oh, bah tiens, il est comme nous, il fait des courses, quoi. En gros. Non, c'est faux, il est pas comme nous. Non, c'est vrai qu'il est pas comme nous. Bah, Comme c'est nous. surtout mettre en fait en situation un personnage hors norme, dans une certaine normalité, parce que finalement le supermarché a un aspect très normaliste en fait, que ça soit par exemple dans le développement des couleurs, des courses, on va dire des objets à vendre. Ils sont tous dans le même coin, ils sont bien rangés, bien mis en place. Il y a un côté très normaliste en fait dans la situation, mais c'est vrai que la façon dont les réalisateurs ont envie de mettre en scène les supermarchés, c'est surtout mettre dans le réel, et souvent aussi c'est mettre des personnages qui
sont dans ce métier ou qui travaillent dans les supermarchés. Il y a beaucoup de métiers à mettre en évidence dans les films, on en voit beaucoup. Il y a par exemple la caissière, que l'on voit notamment par exemple dans Je vais bien, ne t'en fais pas avec Mélanie Laurent, ou dans Amour chienne, dans le film d'Almodovar, la femme de ménage, on a également les magasiniers, les vendeurs. Alors vendeurs par exemple, tu parlais de Tom Cruise, mais Tom Cruise est également vendeur de jouets dans La couleur de l'argent de Martin Scorsese. Ah, tout à fait, oui. On a également aussi C'est possible. C'était avant de Steve se faire Carell. recruter par Paul Newman Exactement. justement, pour les jeux de billard. Il vend effectivement, il est vendeur dans un Ouais. supermarché, tout à par fait. exemple Steve Carell est vendeur IFI dans 40 ans toujours puceau, Mhm. qui a une place essentielle dans sa vie, enfin pas que puceau mais son travail de vendeur. Moyennement compétent dans son travail de vendeur d'ailleurs. Ouais. Mais il y a beaucoup de différents travaux, de différents, pardon, il y a beaucoup donc de différents Post-emploi, en métiers. tout cas des métiers Voilà. qui sont représentés au cinéma. Tu as aussi dans les non-cités le métier de vigile Oui. dans Très La loi du important. marché de Stéphane Brisé, où là on suit Vincent Lindon qui a vraiment qui tombe au chômage au début du film. On lui propose un poste de vigile et là le film va mettre vraiment en avant toutes les aberrations qui peut exister dans le système de patron-employé au sein d'un supermarché. Alors, on ne sait pas c'est lequel, mais ça ressemble vraiment au grand centre Carrefour Leclerc que vous pouvez croiser ou Auchan, voilà, où ça ressemblait vraiment à ça. Et comment ces employés-là, aussi bien caissières que vigiles, qui sont des petites gens qui ont un petit boulot qui quand même payent pas beaucoup, etc., ou qui a des conditions de travail qui sont pas évidemment faciles, et qui ont une pression énorme, quoi. Voilà. Et donc le film suivait le point de vue justement de Vincent Lindon, voilà, ce chômeur qui arrive à cet emploi de vigile et qui, même s'il n'accepte pas tout ce qui se passe, effectivement, évidemment, il n'accepte pas ce qui se passe du point de vue des employés, Voilà. lui, il est bien obligé de garder ce travail-là. Et il a ce côté, le cas de conscience ultime, notamment, genre, il y a cette scène aussi avec un de ses collègues qui lui explique, oui, donc il va falloir dégraisser bientôt, donc il va falloir qu'on essaie de trouver parmi les employés aussi qui font des fautes quand on les surveille pour pouvoir les séparer du lot en fait. Effectivement, ils s'auto-espionnent entre eux aussi. Exactement. Ça, Après, il y a différents postes comme ça aussi. C'est vrai qu'on a souvent aussi l'habitude de montrer le directeur d'un supermarché un peu comme un antagoniste. D'ailleurs, c'est vrai que le supermarché est généralement pas très bien vu dans le cinéma. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Par exemple, le directeur de Hot Fuzz, qui est campé par Timothy Dalton, le directeur de Superette dans Hot Fuzz, campé par Timothy Dalton, il a ce côté, forcément, ça devient un des antagonistes de l'histoire. Il y a aussi... Mais ce qui est intéressant dans Hot Fuzz, en plus que ce soit un antagoniste pour vraiment peindre le patron de ce supermarché vraiment comme un connard, il y a aussi que c'est le mec le plus riche du village, mais parce que c'est vraiment un petit village anglais, et que du coup, comme il est patron de cette supérette, ça fait le mec le plus riche du village, et du coup, il est vraiment avec sa grande voiture de luxe et tout. C'est vraiment très très drôle comment justement il a cet empire économique dans une petite bourgade anglaise de merde, quoi. dans un vrai cottage. Un vrai cottage, ouais. Mais d'autres métiers aussi sont très peu mis en lumière, je pense notamment aux bouchers, parce que c'est vrai que dans les bouchers, il n'y a pas que les boucheries, on les voit également dans les supermarchés. Il y a notamment The Wrestler de Darren Aronofsky. Alors là, en fait, c'est le métier de Mickey Rourke. Mickey Rourke est boucher pendant un petit temps. Voilà, parce qu'en fait, c'est un métier à temps partiel, parce que, revenons un peu plus dans le film, donc en fait, l'histoire de The Wrestler, donc, c'est un catcheur des années 80 qui est déchu, qui catch encore dans les années 2000, qui est vraiment dans une situation misérable, qui fait que des petits spectacles maintenant. Il est plus en haut d'une affiche, il est triste, c'est triste à dire, mais il est plus rien en fait dans l'histoire, et il continue quand même sa passion, parce qu'en fait il ne sait pas faire autre chose, et le métier de boucher, comme on le voit à un moment donné, il va on va dire péter un câble, et finalement détruire finalement son environnement professionnel qui est à temps partiel, boucher, pour finalement revenir à l'essence même, faire son dernier barreau d'honneur, ce qu'on suppose, parce que finalement il est cardiaque, donc il sait qu'il va potentiellement mourir, et finalement revenir sur le ring, quoi. Oui, et ça fait écho à une autre scène dans d'une boucherie de supermarché dans Mammouth. Ah, c'est le Depardieu time. Voilà, ça y est. Le temps de parce Depardieu. Que Mammouth, on le voit aussi dans les supermarchés. Voilà, où on voit Gérard Depardieu qu'engueule un boucher qui n'a pas la passion du métier.
Mais en plus, alors, il y a déjà l'engueulade avec Gustave Carven qui rejoue le boucher et dit qu'on a la chance de travailler la viande comme vous faites, on respecte un peu plus son métier. Puis ils finissent par s'engueuler de manière très Carven et Delépine, quoi. Juste, ils suivent le mouvement, la vitrine de boucherie. Voilà, et ils il y a un avancent, long travelling et les deux se latéralement, suivent. puis ils se font des fions, quoi, tout le long. Mais juste avant, dans Mammouth aussi, il y a ce moment fameux où Depardieu essaye de prendre les caddies. Oui. Et en fait, il essaye d'en arracher Il arrive un, pas. et il y a tous les caddies qui sont attachés, et du coup, il arrive pas juste à en prendre un, et du coup, rien que dans cette scène-là, tu as compris le mec qui était complètement paumé à l'époque aussi vieille, en tout cas, qu'il a toujours été un marginal dans la société, quoi, le Et personnage de pourtant, Depardieu. Depardieu aime bien les caddies, comme on peut le voir dans Les Valseuses. Oui, c'est vrai, Ah, ça, il adore mais il les montait caddies. dedans, il ne Oui. les tirait pas. C'est vrai que c'est le caddie, c'est le plus gros apport du supermarché à la société occidentale. Ouais, Quelque ouais, part. enfin, oui, c'est ton analyse. Hein, tu peux- C'est une analyse si- filmique comme une si, autre. si tu veux faire ton Zemmour, il n'y a pas de problème. Mais C'est les Zemmour d'une blonde. Allez, c'était la blague de l'émission, on continue. exactement. D'autres postes existent aussi, généralement, qui sont vraiment très minimes. Par exemple, animateur. Ça me fait toujours penser aussi à cette scène de Belmondo dans L'Animal où il est déguisé en gorille et qui veut faire sa propre cascade pour faire le kéké parce que c'est Belmondo et qui se retrouve en fait à se retrouver à tomber misérablement dans les tables, enfin faire sa propre cascade comme c'est Belmondo, on a l'habitude de voir. Mais il y a ce côté aussi un peu où soit le supermarché est vraiment vu dans un lieu pour un contexte social, soit c'est vraiment quelque chose qui a un côté un peu humoristique en fait. On a envie de donner une certaine légèreté à la situation qui est réaliste. On le voit très bien dans Les Visiteurs 2, quand Ah, Jacouille ah oui, va aller faire ses courses, évidemment. Lui Bien vient évidemment. du Moyen-Âge, il ne piche que dalle. Chocolat crunch. Avec du chocolat crunch, les bons poissonnets. Et puis après, il essaye de Et c'est dire goûter, chocolat et crunch quand même pour quelqu'un qui connaît rien. pour Ouais, quelqu'un qui vient du Moyen-Âge. c'est pas mal. Il essaye de goûter du cassoulet, alors évidemment la boîte ne s'ouvre pas et il crie « On ne peut point goûter, c'est du volement !» Enfin, c'est ridicule, on l'est tous. Mais C'est on le sait c'est un tous, lieu qui mais- permet de faire ce genre de situation en fait, d'avoir ce côté humoristique où on se dit tiens, si des personnes dans le passé ou des lieux qui connaissent pas, tiens on va les envoyer dans ce milieu du supermarché, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a un décalage, en fait le Exactement. supermarché c'est tellement rempli à ras-bord d'objets de consommation que n'importe qui est habitué un petit peu plus à la dure, à vivre mal, rentre dans un supermarché, il ne comprend pas ce qui se passe. Bah ça on en C'est parlera un petit peu après. Ouais. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire aussi là-dessus, sur la situation, c'est également un lieu de rencontre. Mm. Par exemple, Ah oui. une rencontre un peu secrète, comme dans Assurance sur la mort, mais aussi, souvent, très souvent même, amoureuse. Il y a souvent des histoires d'amour qui se mettent en place. Par exemple, la petite scène dans Les Associés de Ridley Scott avec Nicolas Cage, qui tombe amoureuse d'une caissière. On voit également ça avec Anne Parillot et Jean-Hugues Anglade dans Nikita, qui est beaucoup plus frontal, et même dans le côté humoristique avec Ted, le film de... J'ai oublié son nom. McFarlane. McFarlane, voilà. Farlane, ouais. Et il y a aussi, c'est drôle, on avait fait une émission sur lui la semaine dernière, James Mangold, mais dans Walk the Line, t'as une Mhm. scène dans le supermarché où juste avant, t'as surtout vu Johnny Cash et John Carter chanter sur scène, se voir. Et là, c'est la première fois ils se rencontrent dans le supermarché et Johnny Cash est vraiment là à choisir entre la poupée rose ou la poupée bleue pour sa fille. Ah oui, Parce oui. qu'il sait pas, il la connaît pas, et ils vont discuter de ça, et du coup ça ramène vraiment à échelle humaine ces deux personnages-là qui pourraient pourtant être représentés comme des icônes de la musique tout le long du film. Exactement. Bah, surtout que, comment dire, la situation du supermarché permet de voir aussi quelle personne est finalement intégrée ou pas dans ce genre de contexte également. C'est bien que tu aies pris l'exemple de Walk the Line parce que ça montre aussi en fait toute cette scène où il explique bah oui il connaît pas sa fille et ça remontre en fait tout le contexte historique du personnage en lui-même. La façon dont les personnes se retrouvent dans les courses, à faire les courses, il y a aussi ce contexte à mettre en place. C'est pas pour rien qu'il y a toujours la caricature aussi des vieilles personnes que l'on retrouve dans les supermarchés, on se dit ah non pas encore, parce qu'il y a ce côté caricatural qui est également dans la vraie vie. Il y a vraiment aussi, je pense que n'importe quel cinéaste quand ils ont envie de mettre le supermarché, ils ont envie aussi de mettre en majeure partie quelque chose qui se veut très réaliste,
qui se veut très représentatif de ce que les personnes ont Très vécu. simple, très quotidien en fait. Voilà, Voilà. il n'y a rien de spectaculaire dans ces scènes-là. C'est juste, toi aussi, tu as déjà passé des plombes dans une file d'attente à la caisse, et mon personnage aussi, voilà, tout simplement. C'est vraiment ramener ces personnages de fiction dans notre réalité à nous et dans quelque chose de concret et de quotidien. Qui peuvent, oui, effectivement être menés même à bout. On voit souvent dans les films américains, que dans les scènes de supermarché, mènent à bout tout le monde. Enfin, c'est un lieu qui est tellement quotidien que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on le voit dans Chute libre, avec, Avec Douglas, avec Michael Douglas. Michael Douglas, Ah oui. qui pète un câble à cause d'un prix sur une boîte, je crois. Entre autres. Entre autres, oui. Entre autres. Et dans de nombreux films américains, effectivement, les gens sont poussés à bout par cette société de consommation dans le temple de la consommation qui est le supermarché. Ça, on en parlera un petit peu après. Tout de suite, une pause BO. Donc, Mallrats, le film de Kevin Smith. C'est vrai que j'aurais pu dire aussi parler un peu de Kevin Smith, parce que c'est peut-être un des mecs qui représente peut-être le mieux aussi cet aspect social, parce que finalement, on voit dans son premier film, Clerks, qui est d'ailleurs inspiré de sa vie, parce qu'il a bossé dans une supérette, et également dans Mallrats, parce que centre commercial, tout ça, quoi. Ouais, oui. Donc, un morceau Social de Squirt Gun. A skeleton in a suit and tie tells us what we ought to buy. Bag of cocaine into your heart, support your conscience, that's a start. You win the game, some have to lose. But fun is that you can use your born into social class. Stuck in and it's hard to pass. There's social norm and social rule. With social scam, with social rules. They tell us all their social lies, ignoring all our social drives. We lose the game before we start to watch it dance. We fall apart, we must be ourselves, never be social. We'll play the game, never be social. Whoa. Kid and Barb in Greek disease tell us what we ought to be. Garden dry, what to drink, ignorant bliss, no need to think. As Barb takes fetus on her face, kids suck blood at his workplace. They take from you, take from me. Society's anomalies with social norms and social rules, with social scam, with social rules. They tell us all their social lies, ignoring all our social crimes. We lose the game before we start to watch us dance. We
Et voilà, donc c'était un extrait issu de Mallrats, une BO d'ailleurs qui est très représentative des années 90, hein, c'est très punk comme vous avez pu l'entendre. Mais cette fois-ci, on va revenir sur un côté un peu plus social, à l'image, car c'est un lieu finalement de contraste et qui a généralement une image négative. Alors, en termes de contraste, il faut quand même souligner les différents contrastes que l'on voit dans les films d'où se déroulent les supermarchés. Il y a forcément, comme on en a parlé déjà un peu, le côté social, avec des personnages marginaux, comme par exemple on peut le voir dans Le Grand Soir, de Lépine et Caverne, avec donc Poulvord dans Punk à chien qui va finalement retrouver son frère Albert Dupontel et qui va finalement devenir également cette espèce de punk à chien, et ils vont errer dans cette espèce de grandes zones vertes, donc de grandes zones commerciales la zone à Bordeaux. commerciale extérieure, c'est tout le film, c'est comment les deux vont aller en marge de la société et essayer de ramener le Grand Soir, qui n'aboutira jamais. Mais du coup, il y a déjà une des premières scènes du film où il y a Albert Dupontel qui, justement, est à bout de tout ça, devenu punk à chien, il comprend. Et du coup, il s'est aspergé d'essence, il a un allume-feu et il veut s'immoler au sein d'un supermarché. Sauf que ça va juste pas se passer du tout comme prévu. Juste, ça va même pas se passer du tout, en fait, quoi. Il va pas pouvoir se cramer pour X raisons que vous verrez dans le film. Et après, il y a vraiment cette scène très très drôle de Poulvord qui se met à danser comme un punk devant la vitre d'un restaurant de zone commerciale, mais vraiment à chanter. Ah oui. Et par un contre-champ, on voit qu'il y a des gens à l'intérieur en train de bouffer, que lui ne voit pas. Et du coup, c'est vraiment ce décalage-là, et comment les Caverne et de l'Épine ont lâché ces personnages-là au milieu de cette zone commerciale. Et comment ils sont finalement toujours... ils sont dans cette zone, mais ils sont toujours quand même à l'écart des autres. Oui. Que ça soit dans la profondeur de champ, que ça soit par un mur ou autre. Par exemple, il y a une scène où ils rentrent directement dans un supermarché, on les voit juste en gros plan, on voit juste leur crâne avec les crêtes, et on voit juste en fait les gens derrière qui sont en train de faire leurs courses en fait, qui sont d'ailleurs flous, parce que finalement la focale se fait juste sur leur crâne qui passe devant. Donc il y a ce côté aussi toujours borderline. Mais il y a un autre endroit où finalement les personnages sont plus vraiment entrés dans cet univers où ils sont complètement émerveillés, voire choqués, c'est dans Travail au noir de Skolimowski, où en fait la scène des travailleurs polonais, donc notamment avec comment il s'appelle, Jeremy Irons, qui joue un des travailleurs polonais exilés à Londres et dans les années 80, et ils sont totalement éberlués quand ils rentrent en fait dans ce supermarché. Ils savent pas ce que c'est en fait, parce que c'est vrai que bon, il y a ce côté un peu caricatural, forcément les Russes savent, enfin il y a quand même ce côté disons que les supermarchés russes étaient rarement remplis voilà, durant l'ère soviétique. que là en fait ils sont totalement remplis, il y a des couleurs partout, il y a une voix au micro qui parle des promos actuels, enfin ils sont complètement éberlués parce qu'ils se déroulent devant leurs yeux, quoi. C'est vrai que là il semble en fait d'être finalement dans un autre monde, et c'est ça qui est très intéressant dans certains films, c'est comme on peut le voir dans Le Grand Soir, c'est qu'en fait il y a deux mondes qui s'opposent, Qui s'affrontent, ouais. entre Enfin, qui l'univers s'affrontent, oui ou non, ouais. et des personnages principaux généralement, quoi. Mm. Après il y a également un contraste économique, enfin là ça montre aussi que ça veut En rebondissant sur le concept d'autre monde, ça a d'ailleurs été pris au pied de la lettre par les mecs, ceux qui ont fait des comédies dans les années 2000, qui ont fait Sausage Party. Ah oui. Oui, donc la bande à Joe D'Apato. Voilà, la bande à Joe D'Apato, qui ont carrément pris ce concept au pied de la lettre et qui ont fait revivre les aliments et tous les produits que tu trouves dans un supermarché, les faire revivre Mhm. pour en faire une parodie totale de la société de consommation dans laquelle on vit. C'est vrai que le supermarché, c'est le symbole le plus important, le plus fort C'est le symbole de l'hyperconsommation, de tout simplement. l'hyperconsommation, et du coup, il faut aussi de l'inégalité sociale, Mm. comme on le disait tout à l'heure, avec notamment Le Grand Soir. Mm. Mais c'est vrai que supermarché, ça Bah oui, parce que finalement, à travers ce forcément divise. contraste social, bah il y a forcément le développement économique derrière, parce que ces personnages dans la pauvreté la plus totale se retrouvent dans un lieu qui est extrêmement riche en termes de nourriture, en termes de développement en fait. Sachant que tous les produits vendus sont eux-mêmes ultra à bas coût, sont Ouais. vendus à bas coût, sont fabriqués n'importe où, sont de Mm. très mauvaise qualité. Et c'est vrai que le supermarché offre au cinéma cette illusion de fausse richesse
Mm. qui peut remplir un caddie pour très peu d'argent et qui pourtant est rempli de vide. De ville, Complètement. ouais. C'est pour cela que le supermarché a souvent une image négative dans le cinéma. Que ça soit l'image, par exemple, d'un grand capitalisme qui détruit les petits commerces. Comme on peut le voir dans des films depuis très longtemps, comme dans... Depuis qu'il y a des supermarchés. à peu Voilà, près. oui, à peu près. Depuis le milieu dans- du XXe siècle. Même dans différents pays. Hein. Par exemple, je prends l'exemple de Mikio Narase avec Une femme dans la tourmente, où c'est l'histoire d'une jeune veuve qui s'occupe en fait d'une épicerie familiale et se retrouve face à l'implantation d'un supermarché qui va mettre à mal son commerce. Donc il y a déjà aussi cette situation-là et forcément ce combat en fait déjà perdu d'avance quoi en fait. Hein. Comme dans le film des Charlots, Exactement. avec Michel Galabru en sus. Oui, qui est Le Grand Bazar Le Grand Bazar, tout à de fait. Claude Zidi, Qui montre qui travaille aussi sur le développement de la malbouffe. de la malbouffe, oui, et qui parle comment Galabru essaye de survivre avec sa petite épicerie face aux gros requins qui veulent implanter leur supermarché pour virer tout Et le du monde coup, et les faire Charlots plus de pognon. les Charlots sont là un peu pour, on va dire, foutre le bordel dans ce grand bazar, du coup, et foutre un peu à mal le supermarché par rapport à ce pauvre Galabru. Complètement paumé. Voilà, bon, comme dans tous ses rôles. Mais c'est vrai qu'on en parlait déjà un peu avant, il y a aussi une uniformisation des produits. Que ça soit par exemple sur le côté couleur ou même développement très comment dire très poussé sur le côté artistique en fait. Bah, étant donné que chaque objet dans le supermarché a intérêt à être vu devant les autres, c'est vrai que c'est forcément une espèce d'explosion de couleurs, de promos, Et de là, on se bêtises, rend- voilà, de prix. Et on se rend compte que c'est un espèce de pop art en fait sous LSD. sous LSD qui est pas non mais c'est Tout à vrai que fait, par c'est exemple vrai. je pense au plan de We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey où on voit donc Les boîtes de conserve, les boîtes de qui conserve sont qui sont absolument- totalement rouges et du coup forcément on se concentre sur le personnage principal en plein milieu qui est campé par Tilda Swinton et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi bah oui parce que bon en plus bon c'est vrai que le film est pas très subtil là-dessus genre rouge il y a un danger évident qui va arriver mais Argento faisait pareil, ça va. mais c'est vrai que l'uniformisation du produit a toujours ce côté un peu il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de non-sens absolu dans ce côté qui va beaucoup trop droit, beaucoup trop unilatéral et pourtant il y a des personnages qui essayent toujours de sortir un peu de ce lot. Je pense finalement là il y a un effet inverse dans un film dans Paul Thomas Anderson Punch Drunk Love où donc on voit un énorme rayon de surgelé je crois où donc les couleurs sont un peu plus fades que, donc forcément elles sont à travers les vitres on les voit moins bien et finalement il y a le personnage d'Adam Sandler qui passe devant dans un costume bleu éclatant en fait donc il illumine plus le supermarché qu'un côté blanc grisâtre qu'autre chose. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ces personnages filmés dans les supermarchés, pardon, avec ces grands rayons, c'est quand même des grands espaces, des C'est grands parfait couloirs, pour là, faire la perspective, la profondeur de champ. justement perdus avec, comme vous dites, tous ces produits-là qui sont... t'as un paquet de jambon, ça fait que t'as 50 fois le même paquet de jambon autour de toi, la même, enfin voilà. Et c'est vrai que ça fait des tableaux, ça fait des plans, des tableaux, des constructions esthétiques qui sont assez... Qui peuvent beaucoup enflammer l'imagination d'un chef-op ou d'un réalisateur. Bah, totalement. Et finalement, tu parlais des espaces énormes, et forcément, ça provoque aussi ce que l'on voit dans pas mal de films, également le vol. Il y a énormément d'exemples. Full Monty, par exemple, le mec qui vole les cassettes. Les trois frères, donc la scène comique où en fait ils ont caché un truc dans la petite vieille qui passe devant alors qu'ils ont des énormes costumes où c'est caché tout plein de bouffe et ils font non mais regardez les vieilles personnes de nos jours à faire ça quoi. Il y a ce côté très comique également dans un film japonais Tom Popo où donc la petite vieille qui commençait à essayer de choper les petites pâtisseries puis l'autre arrive avec la tapette à mouche tout content de l'avoir chopé sur le vif. Il y a le History of Violence de Cronenberg Exactement, où justement la réapparition des anciens tueurs que connaissait Viggo Mortensen se font dans une petite épicerie, lieu éminemment quotidien pour le personnage et c'est de là que va ressurgir la violence aussi quoi. Et mais enfin t'as énormément de films où justement No Country for All Men c'est pareil le premier meurtre de Javier Bardem ça se fait dans
une petite station essence, une petite épicerie station essence aussi. C'est vraiment ce C'était genre de toujours lieu-là. mettre le personnage en fait dans un lieu hors norme en fait. Bah Enfin, ouais, non, puis même au-delà d'Ornans, je veux dire, pareil, la station d'essence, tout le monde va faire son essence et va payer son essence, quoi, tu vois. Et c'est amener le mal et la violence dans ces lieux-là, et ça rend encore plus fort le drame qui se passe, en tout cas la violence qui se Et passe. c'est vrai qu'au cinéma, le supermarché n'a jamais eu un rôle positif, quasiment. À partir Non. du moment où même c'est quasiment inscrit dans l'inconscient du spectateur, quand on va dans un supermarché, il y a quelque chose qui ne peut que être de l'ordre de la surconsommation, Ouais. fade, de la mauvaise qualité, de l'ordre de l'inégalité sociale. Et d'ailleurs, ça, à chaque fois que dans des films américains, il y a un danger qui arrive, par exemple, je prends un des derniers exemples en date, qui est très bête, hein, mais c'est Venom. Mais forcément, à quel moment son personnage vient pour la première fois, c'est quand le mec de l'épicerie se fait braquer, alors il sort la bête qui est en lui et il tue le mec. Et très souvent, on voit effectivement des excès de violence qui démarrent dans un supermarché parce que c'est facile à dévaliser, parce que c'est un endroit qui est mal surveillé, parce que c'est un endroit qui est dévalorisé, toujours, qui a cette espèce de connotation négative il ne peut que se passer quelque chose de mal dans un supermarché. Oui, généralement, c'est toujours vu comme ça aussi. D'ailleurs, surtout les braquages, en fait. C'est vrai que les braquages, en fait, il y a ce côté, soit c'est dramatique, c'est très peu comique, à part pour les mettre dans une situation assez drôle. Par exemple, si on veut mettre un personnage loufoque, comme par exemple Nicolas Cage dans Arizona Junior, quand il braque la supérette pour des couches-culottes. D'ailleurs, cette scène magnifique où, du coup, sa femme le remarque dans la voiture et elle fulmine, elle le traite de tous les noms, et elle se casse avec la bagnole. Du coup, lui, il est obligé de poursuivre parce qu'il y a des flics derrière lui. Il y a ce côté, grandiloquent, mais c'est un film de frères Cohen, donc il est un peu hors catégorie, quoi. Là, dans le côté marginal, tu reparles des frères Cohen, mais l'une des meilleures scènes pour présenter un personnage se passe dans un supermarché, c'est le The Big Lebowski, des frères Cohen. Oui. La première scène se passe dans le supermarché, il achète une brique de lait, tu vois, il est encore en peignoir et tout, il paye avec un chèque de 99 cents. Mais même moins, je crois que c'est genre 64 cents ou un truc ou un comme truc ça. à la con. Un prix dérisoire, mais comme il n'a pas son porte-monnaie, il paye par chèque et c'est en pleine nuit, le silence total, le seul son qui vient, c'est la télé qui annonce c'est la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Et là, t'as absolument compris de quoi va parler le film, comment est le personnage, t'as tout vu, voilà. Non, mais c'est comment bien mettre en place un personnage. Des fois, vrai. c'est le mettre tout simplement dans une situation de supermarché, de supérette, que ça soit par exemple d'un personnage désespéré qui puisse voler ou braquer, ou alors un personnage qui sont complètement borderline, où on le voit par son accoutrement, par son développement, en fait, par sa démarche, ou même comment il paye, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que le meilleur exemple, oui, tu l'as raison, c'est le dude dans Big Lebowski. Et quand on voit aussi des personnages qui sont pas du tout à leur place, il y a dans Des Mineurs une scène où Guy Pearce revient de la guerre en Irak, où on a passé son temps à être... Jeremy Renner, pas Guy Pearce. Ah oui, c'est Jeremy Renner, oui. Guy Pearce, en fait, il meurt au début. Voilà. Pardon. Spoiler alerte. Spoiler alerte. Oh, tout le monde l'a vu. Et Jeremy Renner, effectivement, revient chez lui après avoir frôlé la mort à chaque intervention pendant 1h30. C'est extrêmement puissant. Ce qui est intéressant, c'est le cut, en fait, qui est mis en place dans ce film. C'est donc, en fait, Jeremy Renner, donc la dernière mission qui s'est déroulée, on le voit en fait repartir dans la Jeep, le Hummer, avec d'autres soldats, et tout autour il y a des gamins qui courent à côté, qui balancent des cailloux. Enfin, il y a ce côté aussi très dramatique de la situation. On voit ce côté désert, les bâtiments en ruine. Enfin, c'est la guerre, quoi. Et ce cut se met tout de suite en place. On le voit avec le regard livide, et on le retrouve au supermarché. Il a le sourire, en fait, parce qu'il est dans un endroit en fait confortable, fade, voilà. Y a aucun danger qui peut surgir de nulle part. Mais lui après, en fait, pour lui ce sera pas assez. Voilà, parce que c'est le retour à la normalité, mais temporaire, en fait. C'est un peu le message aussi qu'essaye de balancer Bigelow dans cette scène, je trouve. Oui, clairement. Bigelow va quand même montrer que quand t'es tellement marqué par des images de guerre, que quand tu te retrouves dans une image de paix totale, tu peux ne pas le supporter. Tu mets du temps à le supporter. Et tu mets beaucoup de temps à le supporter, oui. Et... Là, je me rends compte, c'est un truc, un des cinéastes où le supermarché a souvent une place centrale, c'est Clint Eastwood aussi, j'allais y penser. Dans pratiquement tous ses films qu'il a réalisés, il y a une scène de supermarché, dans une supérette. Pas dans Unforgiven. Non. Ni dans Paul Rider. Il y a le bar.
Non, mais si on prend par exemple sur la route de Madison, l'épicerie, oui, ça va être oui, le oui, moment oui. où on va voir le regard des autres femmes sur Meryl Streep qui commence à avoir une liaison avec quelqu'un d'autre que son mari, en tout cas suspecté de ça. Mystic River, il y a aussi des informations qui sont tirées d'un supermarché que tient... Ah mince, qui jouait dans Le Bon d'après le truand, merde. Tim Robbins. Non, putain. Amenez-moi des gens sérieux, s'il vous plaît. Des choses. Mais à quoi Eli sert- Wallach, merci Antoine, voilà, c'est Eli sûr. Wallach. Dans Gran Torino, c'est aussi la relation avec le mec qui tient l'épicerie de la ville, où il va acheter ses... D'ailleurs, il y a beaucoup de choses pour justement l'éducation, entre guillemets, que fait Clint Eastwood Ouais, il faut aux qu'il jeunes aille acheter Coréens. ses outils C'est au acheter ses supermarché, outils, acheter ces choses-là. Ouais. au voilà. déstockage, ouais. Quoi, qu'est-ce qui te fait rire Non, mais c'est vrai, non, mais je repense à Antoine, tout simplement. Tim Robbins. Non, mais Non, voilà mais- d'exemples typiques qui sont intégrés dans les petites villes américaines, Ouais. des choses comme ça, et qui Ah, mais sont totalement. des choses assez Totalement. importantes. Et American Sniper, il me semble aussi qu'il y a une scène de supermarché où Chris Kyle croise un ancien vétéran qui a plus de jambes aussi, qui le ramène au champ de Tim combat. Robbins. Oh, putain, très bon, stop. Oui, Oui. dans la guerre des mondes. Ouais, j'avais aussi... Voilà, dans la guerre des mondes, absolument. Oui, c'est vrai, la guerre des mondes, oui. Bon, il y a plein d'autres exemples, hein. On parlera du cinéma d'horreur après, mais j'ai juste envie d'un dernier exemple qui montre aussi ce côté un peu drôle et un peu léger, en fait, dans une situation. Par exemple, Le Chat, le film français avec Simone Signoret, qui a quand même aussi appris à son chat à voler dans un supermarché, et on le voit fouiner en fait dans la poissonnerie, et elle le Ah oui, regarde, à la elle- limite elle lui donne des C'est indications. quand et- ils commencent à avoir mais- une relation vraiment tendue. Le Voilà. film, c'est vraiment Signoret et Gabin qui se supportent plus C'est après ça. des années de couple, ils sont vieux. Et le point de vengeance, d'attaque et de tout, ça C'est va le être le chat. chat qui sont tous les deux. C'est pas du tout une comédie, hein, je vous préviens tout de suite. C'est vraiment un Non, non, il y a... film il y a- assez il y a- sale ouais. sur l'amour qui n'existe plus, comment vivre ensemble alors qu'on se déteste. Et il y a un moment donné où Signoret, justement, pour faire chier... va lâcher le chat dans le supermarché et le chat va aller sur les poissons frais et les bouffer dans le supermarché. C'est du coup ouais effectivement. Ah, c'est Ce n'est genre pas un vraiment- vol direct. c'est Non, le non, chat non, qui mais le c'est fait. vraiment le balancer, c'est ça le truc, c'est la tactique en fait où elle est un peu désespérée dans la situation et elle sait pas quoi faire avec le chat, du coup elle le balance dans un supermarché. Comme tout le monde. Voilà, Comme tout le monde. c'est vrai qu'il y a un côté gratuit. Pour le coup, on va s'arrêter là-dessus et on va revenir sur un film, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Hot Fuzz et cette fameuse scène de supermarché aussi où finalement il y a carrément limite une prise d'assaut dans le supermarché à la fin. D'ailleurs, c'est le climax du film. hein, Ouais, d'ailleurs, bah, c'est le morceau du climax du film. Un morceau composé par John Spencer. Here Comes the Fuzz. Nicholas Angel, cleaning up the streets. Baby! That's right! Oh, you get picked up tonight, baby! You got your hot fuzz. That's right. Look out! The guy's tough. So clean. Yeah! With that
Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Hot Fuzz, un film de Edgar Wright, d'ailleurs qui aussi aime bien mettre des personnages dans des supermarchés, dans des petits supérettes. On le voyait dans Shaun of the Dead, on le voyait donc dans Hot Fuzz. Bon, le dernier pub au revoir la fin du monde, ils font plus les bars qu'autre chose, mais Bien mieux. c'est vrai que... Et d'ailleurs, je crois que dans Baby Driver, il doit y avoir une scène. Mais je ne suis plus très sûr. Non, mais dans Shaun of the Dead, c'est comme ça que nous, alors je précise bien nous, spectateurs, qu'on se rend compte qu'il y a une invasion nazie, parce que... nazie. Oh là là, bah alors ça va pas. Mais non, mais on a reparlé. On a parlé il y a pas longtemps de zombies nazis, et du coup mon cerveau fait l'assemblage des deux. Putain, pardon. Après, je vais peut-être revoir Shaun of the Dead, ils sont peut-être nazis les zombies, je ne sais plus. Tu veux un verre d'eau, ça va aller Ça En va tout cas, aller. ils sont anglais. Un Irish coffee. C'est pareil. Ils sont anglais. Non, c'est dans Shaun of the Dead, le spectateur se rend compte qu'il y a une invasion de zombies parce que Simon Pegg va acheter son petit déj à la supérette et il fait tout machinalement sans rien voir et toutes les portes sont remplies de sang. Tout le Ah, et monde puis est là, là, donc tu te rends il a la compte que- gueule de bois, il a la gueule rien. de bois, du Enfin, coup voilà. lui ne voit rien, mais toi tu te rends compte que oui. Et Hot Fuzz, on l'avait dit, c'est la fin quand il y a le combat entre les gentils flics et les méchants du village. Et les bouchers qui balancent et les les bouchers. couteaux comme ça. Tout se fait dans le supermarché aussi. Ouais. Centre névralgique de ce village, comme on l'a dit plus tôt. Mais de toute Exactement. façon, oui, c'est ce que je disais au début, dans tous les films américains, même français aujourd'hui, dès que tu dois aller faire des courses ou parler de nourriture, il y a une scène dans un supermarché. Donc c'est une scène qui est tellement banale, commune, qu'on ne peut pas y échapper, jamais. Alors dans un article que j'ai lu sur 20 minutes, ils expliquaient aussi souvent que les gérants de supermarchés ne sont pas généralement enjoués de suivre ou avoir des scènes avec des acteurs, des films, parce que forcément ça prend de la place, donc ça va également aussi généralement utiliser des heures où il y a des gens qui consomment et compagnie. C'est vrai qu'il y a toujours un peu un léger compromis en fait entre les films qui vont tourner dans les supermarchés et généralement les gros diffuseurs, enfin les gros distributeurs qui sont pas tous d'accord. C'est pour ça que généralement on voit généralement pas beaucoup de marques se mettre en accord, à part un film que j'ai trouvé, c'est le film LOL de Lisa Swallows, où donc il y a Sophie Marceau et sa fille qui se retrouvent dans un Monoprix, et il y a carrément une ligne de dialogue où elle parle, ah mais non, au Monoprix, regarde, ça coûte moins cher, il y a un truc comme ça. Donc on sent le placement de produit Oui. bien évident, mais c'est vrai que c'est très très rare, et généralement c'est pour ça qu'on voit rarement aussi les marques de supermarché. Bah oui, comme c'est très négatif, les marques ont honte d'apparaître dans des films, dans des supermarchés. Ouais. C'est le monde de la promotion, du produit pas cher et de mauvaise qualité. Donc, Et des films de mauvaise qualité comme LOL. et de films de mauvaise qualité que je Et n'ai très pas cher, vu. très cher et de mauvaise qualité. Mais Je sais en pas, tout j'ai cas, pas vu, c'est peut-être bien, il y a Non, Sophie Marceau. bref, En tout cas, le cinéma d'horreur exploite également le supermarché, il faut quand même le signaler. Ah bah oui, Car des- c'est un lieu symbolique pour faire ses provisions avant la catastrophe. On le voit notamment dans le catastrophique World War D. Bon, on le voit même quand il y a le Covid. Oui. Dans la Ouais. réalité. Pas Oui. besoin d'aller chercher en Mais film. c'est pas les aliments que l'on voit dans les caisses, c'est surtout le papier toilette. Mais Je pense que tout le monde le mange, supermarché, après, je sais pareil. rien. le supermarché permet également de se protéger, par exemple, d'une brume assez dangereuse, comme par exemple The Mist Dans de The Frank Darabont. Mist, tout à fait. Et les créatures à la Cthulhu dehors. Ça Oui. arrive. Tout le monde s'enferme dans un supermarché. Et là, ce qui est super intéressant sur le fait Et de finalement, ça devient justement... huis clos. Hein. Oui, mais de Oui, faire un parce huis que clos les dans un bestioles supermarché... veulent rentrer dedans. C'est que non, elles veulent pas spécialement rentrer dedans d'ailleurs pendant une bonne partie du film. Par contre, ce que tu te dis premièrement, on se dit bah super, ils sont enfermés dans un supermarché, ils manqueront pas de nourriture pendant un bon moment. Ouais. Sauf que rapidement, tu te rends compte, et c'est dans le cas de pratiquement tous les films en huis clos dans un supermarché, que les besoins primaires de se nourrir, des choses comme Ne ça, sont pas totalement dans les déjà supermarchés. ne vont pas assurer la survie des personnages très longtemps, que là où c'est justement, tu disais, un bâtiment où on t'offre plein de choses, plein de services, normalement tu peux manquer de rien, bah finalement ce n'est pas une zone dans laquelle tu peux être en sécurité très longtemps, voilà, Parce donc que, ça ramène oui, le côté notamment paradoxal voilà. du faux bonheur qu'offre le supermarché. Parce Bah, qu'il le se protège, supermarché il se est fait protège pour dans la être supérette. ouvert. Et quand il voit découvrir les animaux volants dans la brume, là, dans The Mist, il y a le personnage donc, de Toby Jones, le gérant du supermarché, qui dit la supérette ne va pas tenir car on n'a que des vitres en verre sur les 4 murs, quasiment les 4 murs. Donc il explique aussi que les bêtes vont possiblement rentrer en fait.
Bah oui, c'est Après, elles le- sont un peu cons à le mettre 1 heure à Ouais. rentrer. Oui, oui. C'est en vert. Mais non, mais Ils ont, forcément, comme ils ont eu le le temps de faire des barricades supermarché, avec des sacs de riz. le supermarché est fait pour être un lieu passant. Donc, Ouais, exactement. donc tu De- peux Mais c'est un évidemment lieu pas par- t'y Mais c'est barricader. surtout- c'est ça en fait. Avec les longs couloirs, c'est un lieu parfait aussi pour jouer au chat à la souris. Et du coup, le slasher est un excellent bon exemple pour faire un film qui se déroule dans un supermarché. Alors, vous le connaissez pas, mais moi je l'ai vu récemment, Intruder, d'ailleurs, qui a été coproduit par Sam Raimi, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, il joue dedans avec son frangin Ted Raimi. C'est un slasher pur et dur des années 80, de 88, où il y a un espèce de whodunit, donc on sait pas qui est le tueur au départ. C'est un peu un slasher, quoi, du coup. Et on les voit tuer en fait les personnes, les derniers employés qui sont encore là pour faire en fait l'inventaire, en fait, tout simplement, quoi. Du coup, ils se font tuer un peu inventivement, comme n'importe quel slasher, à la boucherie ou dans d'autres endroits, ou notamment dans supermarché, l'arrière, il y a quoi. le choix pour Voilà. le coup. Ah oui, oui, oui. Les carottes. Mais du coup, c'est un rapport parfait pour le huis Carotte dans clos. les yeux. Comme je le disais avant, le huis clos, en fait, c'est un rapport parfait. Le supermarché ou la supérette, en tout cas, pour jouer là-dessus, quoi. Oui, il y a des allées, des Exactement. travées, parfois des étages. Tu peux faire tout ce que tu veux dans un supermarché. Mm. En plus, comme c'est là où tu vends à peu près tous les objets du quotidien, tu peux recréer un quotidien que tu détruiras méthodiquement dans les films d'horreur. Mm, mm. Donc c'est extrêmement pratique. Et t'as énormément, au-delà, je repense à ça, au-delà du film d'horreur, t'as énormément de films où tu vois des supermarchés dans les périodes de Noël. Des trucs qui sont hyper décorés Ouais, avec ouais, le ouais. Père Noël et tout, et on voit très souvent ces trucs-là qui se font détruire d'une manière ou d'une autre. Oui, Ça tient jamais très longtemps, quoi. disons que dans les films, c'est vrai que c'est quand même un cliché assez répandu et un peu facile aussi de dire c'est un symbole de la société de consommation. Oui, le oui. paroxysme de la société de consommation étant les fêtes Halloween ou Noël, on va en profiter pour le dézinguer à tout va et oui, c'est un peu facile. Oui, Ouais, clairement. il y a un peu de facile, ça. mais ça fait toujours plaisir quand ça arrive. Mais en tout cas, peut-être l'exemple le plus frappant et peut-être le plus grand exemple que l'on peut relier finalement la société de consommation avec le cinéma d'horreur, c'est Zombie, forcément, de George Romero. Mm. Parce que finalement, c'est le cas le plus poussé sur l'allégorie parfaite du zombie allant au centre commercial, finalement, à cause de ses réflexes, comme on l'entend par la voix off du présentateur à la télévision, du côté des réflexes primaires, en fait. Ouais, c'est clair, mais en fait, c'est vraiment les zombies qui ont leur réflexe de consommateur et qui vont dans le centre commercial. Tout de suite, ils y vont, quoi, voilà. Et ils errent là-dedans. Tu les vois pendant 2h30 de film, les voir errer, comme ça. Et ce qui est fascinant, c'est que en fait, presque les personnages principaux, en tout cas les survivants du film de Romero, Mm. ne se font pas tant attaquer que ça dans le film par les zombies. Par contre, c'est comment ils vont trouver des moyens pour quitter le centre commercial et Ouais. donc se frayer un chemin à travers les zombies et donc à travers ces consommateurs-là. Mm. Donc, En fait, par plusieurs péripéties. c'est ça qui est voilà. intéressant avec le zombie de Romero, c'est qu'au début, forcément, l'endroit est pas sécurisé. Quand ils vont réussir à le sécuriser, ils vont revivre un espèce de mode de consommation comme avant, en fait. Ils vont y vivre en autarcie totale dans le centre commercial. On va les voir, par exemple, dans la borne d'arcade, on va les voir s'amuser dans différents jeux, manger royalement, voire même changer de vêtements. Enfin, il y a vraiment ce renouveau en fait du consommation directe. Alors, ils vont prendre la télé, c'est là où en fait va intervenir le personnage du scientifique que l'on voit à la télévision, qui va expliquer pourquoi certains comportements de zombies ont des réflexes primaires et finalement comme quoi le principe de consommation est devenu un réflexe primaire chez l'humain. Finalement, c'est la chose primaire du zombie. Et intervient de cela, quoi. D'ailleurs, le personnage du scientifique est intéressant parce que c'est le même personnage scientifique que l'on voit dans The Crisis, le film de 74, déjà de Romero, qui avait déjà ce côté très, très social derrière. Qui fait le lien, oui. Qui avait oui, un film, enfin, qui a un film qui aime quasiment de foule, un peu Eisensteinien par moment, quoi. Donc c'est vrai que c'est très intéressant la façon dont il a utilisé ça, Romero. C'était un mec très intelligent, enfin en tout cas à ce moment-là, et dans sa manière de... ouais, bon, ces derniers films, on va pas revenir là-dessus, quoi, mais il avait plus grand-chose à dire, quoi. Mais c'est vrai que Zombie est quand même un film, je trouve, parfait dans sa manière de représenter ça, en fait. Ouais, bah, c'est le plus jusqu'au boutiste, en tout cas celui qui va le plus frontalement dans la critique de la société de consommation et du supermarché. Voilà. Là où beaucoup de films se contentent, c'est un peu vache de dire ça, mais de certaines scènes, lui c'est vraiment tout le film qui est enfermé là-dedans, et où vivant et mort cohabitent dans ce centre de consommation, et où comment chacun va passer à la fois les morts qui peuvent avoir des moments de vie, ou alors les vivants qui retombent dans leur, comme tu l'as dit, dans des logiques de consommation, et comment ils vont pouvoir sortir ou non de cette zone-là.
Ouais, tout simplement. Et c'est d'ailleurs un aspect très, très important chez Romero, le côté social et politique. Et c'est vrai que Zombie a cet aspect, je pense, le plus marquant, en fait, le plus frappant de sa carrière. Quoi. Tout Clairement. simplement. Parce que c'est vrai que bon, le premier, donc La Nuit des Morts Vivants, avait plus un côté aspect sur la ségrégation. Le troisième, c'était plus sur la relation avec le côté militaire dans une situation de guerre. Le troisième, il essayait même d'humaniser des zombies Mais- qui devenaient plus humains que les Oui. militaires à certains moments. Voilà, donc c'était vraiment très encore intéressant. très frontalement. C'était très frontal, mais Comme c'est vrai que ça. Zombie, le côté consommation, hyper-consommation et centre commercial, en fait, a réussi à jouer sur finalement le gros lot, quoi. Enfin, en fait, il y a vraiment quelque chose qui marche très très bien, et c'est pour ça que ça reste, d'une certaine manière, le film le plus légendaire de Romero, quoi. Donc le cinéma vous dit, consommez local, n'allez plus au supermarché. Mais n'achetez pas des fermes non plus. Ça sert à rien. Laissez vivre les producteurs. Voilà, Et puis on se passera mieux. Voilà. ça se passerait mieux. Du coup, on termine avec un morceau de Shaun of the Dead, l'introduction du film d'ailleurs, un morceau de High Monsters, et on revient la semaine prochaine pour un autre sujet un peu plus différent, enfin même très différent, le sport d'hiver. Merci Antoine, merci Seb, Salut. et on revient donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a avec Tim Robbins en tout le monde? Bah, il est dans le premier Eastwood dont tu parlais. Oui, non, c'est le Mystic River. Mystic River, oui. Mais pourquoi Bah, tu parlais de Mystic River. Oui, mais après, pourquoi? Qu'est-ce qui se Ça passe? s'appelle un running gag. Tim Robbins, le meilleur running gag. Tim Robbins, le running gag.